Saviez-vous qu'un bébé sur 40 qui naît dans le monde est un jumeau et que ce chiffre ne cesse d'augmenter depuis les années 70? Bonjour, je suis Camille, maman de jumeaux et hôte de Coup Double, le podcast qui explore l'univers de la parentalité multiple. Chaque semaine, à travers des récits sincères de parents de jumeaux, des échanges avec des experts ou des conseils concrets inspirés de mon propre vécu de maman, je vous accompagne dans les hauts et les bas de cette aventure unique qui est celle d'être parent de jumeaux. Alors bienvenue dans l'univers exceptionnel et fascinant de la gémellité. Bienvenue sur Coup Double. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coup Double. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode à deux voix où j'ai eu le plaisir de recevoir Juliette qui est maman solo de jumeaux. Juliette a toujours su qu'elle voulait devenir mère et ça même si la bonne personne n'était pas forcément sur son chemin. Alors à 26 ans, avec une situation professionnelle stable, elle prend une décision forte et pleinement assumée, celle de se lancer dans l'aventure de la maternité en solo. Dans cet épisode, elle nous raconte le parcours qu'elle a suivi pour réaliser sa PMA en solo. Elle revient sur le choc et l'émotion qu'elle a ressenti en apprenant très rapidement qu'elle était enceinte de triplés. Elle nous parle de sa réflexion et de son choix de poursuivre la grossesse avec les 3 bébés. Et enfin, elle revient sur sa grossesse éprouvante avec la découverte d'un syndrome transfuseur-transfusé entre 2 de ses fœtus. Pour sauver 2 de ses bébés, Juliette devra alors prendre la décision extrêmement douloureuse d'une IMG sur son 3e bébé. Aujourd'hui, maman de jumeaux, Juliette nous partage son quotidien de mère solo, l'organisation qu'elle met en place, ses défis du quotidien, mais aussi l'importance du soutien de ses proches qui lui permettent de souffler et de s'accorder de temps en temps un peu de temps pour elle. Avant de lancer l'épisode, un petit rappel, si Coup Double vous plaît, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et à nous laisser une note ou un commentaire, c'est ce qui nous aide à faire connaître le podcast et à le faire vivre. Alors maintenant, je vous laisse avec Juliette et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Juliette. Salut Camille. Merci d'être ici aujourd'hui, je suis ravie d'être avec toi pour parler du sujet de ta PMA solo qui du coup fait de toi une maman de jumeaux. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter en quelques mots pour que tout le monde sache qui tu es? Du coup, moi, c'est Juliette, j'ai 27 ans, je suis auxiliaire de puériculture, je travaille en crèche, j'habite à côté de Lille et je suis maman de jumeaux depuis 5 mois. Alors, première question, est-ce que toi, tu as toujours su que tu voulais être maman? Est-ce que c'était une évidence pour toi ou est-ce qu'au contraire, c'est en avançant dans les années que tu t'es dit, voilà, j'ai envie de devenir maman? Comment est-ce que toi, t'es rentrée justement dans ce projet de maternité? Ça a toujours été déjà, même adolescente, enfin ça, pour moi, c'était clair et net que je devais être maman. Enfin, je savais que je voulais être mère. Et je me suis même dit, parce que bon, moi, ado, j'étais célibataire comme beaucoup d'ados, mais voilà, on voyait les autres un peu, voilà, tomber amoureuse des choses comme ça. Mais moi, c'est vrai que non. Et je me suis toujours dit que de toute façon, si vraiment j'avais personne, au moment où je me sentirais prête, je ferais un enfant toute seule. Ouais, c'était plus la maternité qui te faisait envie, plus que la vie de couple ou autre. Une Ouais, des priorités dans ta vie, c'était plus la maternité. c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je me suis vivre sans homme, mais pas sans enfant. C'est impossible. Bon. Et du coup, à quel moment, du coup, tu t'es dit, toi, t'avais quel âge quand tu t'es dit, voilà, je me lance dans ce projet bébé parce que je me sens prête, justement, comme tu disais. C'était très rapide parce que j'ai 27 ans, bon, bientôt 28, mais à 26 ans. Donc, parce que je savais que donc j'avais eu mon concours de la fonction publique, parce que je travaille pour la mairie, en crèche pour la mairie, et j'ai su du coup que j'avais eu mon concours et que du coup j'allais titulariser, donc enfin voilà, que j'avais plutôt un bon salaire. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, une fois, j'étais toute seule chez moi et puis j'y ai repensé, je me suis dit en fait, je crois que là, ça y est, j'en ai envie, je me sens prête en fait. Donc ça, ouais, c'est vrai que c'était au mois de juillet. Ouais, c'est ça, c'était au mois de juillet 2023. Et puis après, ça a été très vite, quoi. Est-ce que tu dirais que c'est aussi justement ton travail qui te donnait cette envie d'être toi-même maman parce que tu étais aussi peut-être au quotidien entourée d'enfants. Est-ce que c'est ça qui t'a aussi décidé en te disant voilà maintenant professionnellement oui je suis stable mais aussi je vois ça dans mon quotidien et j'ai envie moi-même de devenir maman. Alors, je pense qu'il y avait un peu de ça, mais c'est surtout aussi voir beaucoup, par exemple, sur les réseaux sociaux, je voyais beaucoup de filles qui étaient dans ma classe, qui ont des enfants, qui étaient enceintes, et même ma meilleure amie qui était enceinte, j'étais tellement heureuse, et moi je me disais, mais j'ai hâte que ce soit mon tour, en fait. Je la voyais enceinte et tout ça, et c'est vrai que je me suis dit, moi-même j'ai hâte, et après, enfin, un jour je me suis posée, je me suis dit, bon, je pense que là c'est à mon tour.
Du coup, tu te diriges donc immédiatement vers un projet PMA solo, tu te diriges vers un gynécologue. Voilà, quel a été ton parcours, les premiers pas vers du coup cette maternité? Du coup, voilà, je savais pas trop comment m'y prendre, j'y connaissais pas grand-chose. Donc, je me suis un petit peu renseignée et j'ai ma meilleure amie qui a vu sur les réseaux sociaux une fille qui a créé un Instagram qui parlait de justement de sa PMA solo, comment elle avait fait. Du coup, je suis allée voir son compte et j'ai vu donc qu'elle était passée par une agence, pas française, mais une agence de dons qui s'appelle Krios. Donc voilà, expliquer tout son parcours, etc. Et du coup, moi, j'ai fait en fait ce que elle a fait. Je me suis renseignée, etc. Parce que ça coûte aussi, il faut payer aussi. Donc voilà. Du coup, grâce à ce compte Insta-là, ben, j'ai su comment j'allais m'y prendre. Ouais, c'est ça, de trouver les infos en suivant du coup le parcours qui avait été le sien et qu'elle racontait sur son compte Instagram. C'est ça, parce que pour moi, ça me paraissait trop long, la version française. Ça C'est marche. vraiment long et non. Du coup, quelle est la marche à suivre? C'est du coup une insémination? Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font dans ce projet de PMA quand on est solo? Bah déjà, faut s'approcher de Krios. Ils nous donnent les médecins qui sont proches de chez nous. Donc de là, moi j'ai choisi un de ces médecins-là et qui après, donc j'ai parlé de mon projet, etc. Et donc on a eu plusieurs rendez-vous pour voir bah, par rapport au cycle, faire des examens nécessaires, voir si tout va bien, s'il n'y avait pas de problème de fertilité ou quoi. Et puis ensuite, après ça, elle me disait à quel moment, alors ça fait bizarre de dire ça, mais je devais commander les paillettes en fait. Ok, Voilà. Et après, bah, on a commencé, du coup, moi, là, j'ai commencé la stimulation à me piquer, etc. Et jusqu'à l'insémination, du coup. ça marche. Donc, il y a stimulation ovarienne et insémination. Ouais, ça a été très vite parce que ma décision, elle a été prise en juillet 2023. J'ai appelé Krios en novembre 2023. J'ai eu mon premier rendez-vous avec le médecin le 24 janvier 2024 et j'ai été inséminée le 16 mars 2024. Ouais, c'est rapide. Justement, on parlait justement des PMA pour tous il y a quelques années. C'est ce parcours qui a été un peu plus facilité depuis quelques années. Est-ce que toi, justement, de ton point de vue, tu trouves, voilà, tu le dis aussi vu que ça a été rapide, oui, mais est-ce que tu trouves que c'est un parcours qui est facilité pour des femmes seules? Moi, mon parcours, oui, il a été facilité parce que j'avais vraiment des bons médecins, enfin un bon médecin, etc. Ça a été facilité, mais c'est vrai que par contre, je pense qu'il y en a beaucoup pour qui ce n'est pas aussi facilité que moi. Je pense vraiment être une chanceuse en fait. Toi, pour toi, après cette première insémination, est-ce que du coup, ça prend tout de suite? À quel moment est-ce que tu tombes enceinte? Du coup, il y a eu l'insémination donc, du 16 mars. Et bah, on dit qu'il faut attendre 2 semaines pour faire la prise de sang, etc. Sauf que moi, je n'ai pas attendu 2 semaines. J'ai voulu faire un test de grossesse ultra précoce. Ok. Donc voilà ce que j'ai fait un matin, donc une semaine et demie après. Et puis donc enfin c'est ultra précoce, mais du coup on voit qu'une petite barre en plus, mais vraiment presque effacée. Mais même ça veut dire que c'est positif. Et donc c'est ce que j'ai vu. Et là, en fait, j'arrivais pas à y croire. J'allais voir ma meilleure amie après, et donc je suis allée la voir et tout ça. Puis elle me dit alors, t'as fait le test et tout, t'es enceinte ou pas? J'ai dit bah oui, il y avait une petite barre, mais je suis pas sûre. Parce qu'en fait, j'avais vraiment du mal à y croire. Et c'est elle limite qui croyait plus que moi, quoi. Elle me dit non, mais tu sais, rien que c'est juste s'il y a rien du tout, t'es pas enceinte. Mais elle dit là, il y a une barre, je vais montrer la photo. Elle me dit non, 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 c'est pas possible. Elle dit t'es enceinte, Juliette. Elle dit voilà. Mais j'arriverais vraiment à y croire. Et donc c'est là qu'elle m'a dit au pire, Juliette, tu sais quoi, comme là on peut pas sortir tout de suite parce que sa fille dormait. Elle me dit bah tu sais quoi, moi je te paye la prise de sang vu que c'est pas 2 semaines avant. Elle dit moi je te la paye, tu vas la faire et comme ça va vraiment te convaincre, vraiment voilà. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai eu l'après-midi les résultats qui étaient forcément faibles, mais qui confirmaient bien que bah j'étais enceinte quoi. T'étais bien enceinte. Ok. Comment tu réagis, toi, justement? Est-ce que là, après la prise de sang, tu prends justement un peu conscience, tu t'autorises à te dire que t'es enceinte? Ah ouais bah j'ai pleuré. Je me dis aussi c'est un peu une revanche sur la vie parce que j'ai pas Hmm. vécu des choses simples avant ça. Enfin, quand j'ai pris la décision d'avoir un enfant seul, une semaine après, ma mère tombait dans le coma et une semaine après, elle était décédée. Donc c'est vrai que du coup, c'était un petit peu une petite revanche un peu sur tout ce que j'avais vécu par le passé. Du coup, arrivé les 2 semaines suite à l'insémination, tu refais la prise de sang, ça te confirme la grossesse. Ouais.
Donc ouais, donc les taux ont bien augmenté, voilà. Et je devais en faire tous les 2 jours après. Et du coup, après ça, j'imagine que tu prévois du coup une échographie, une première échographie avec un gynécologue ou une sage-femme. Ouais. Donc c'était au mois d'avril, fin avril. Donc là, j'arrive, enfin normal et tout ça, on discute et tout ça, puis elle dit: «Bon, bah, on va passer à l'échographie». Et là, donc elle me dit à l'échographie, bon, bah, là, par contre, j'en vois 2. Dans ma tête, je me dis: «Bon, c'était pas ce qui était prévu, mais je vais m'en sortir». Enfin voilà, voilà. Tu t'étais préparée un peu à cette éventualité, sachant que c'était justement parcours avec une stimulation ovarienne, parcours PMA. Bah, je me suis dit que ça pouvait arriver, mais que bon, ça allait pas m'arriver à moi. Et puis après, elle me dit: «Mais je vois pas très bien, donc on va bien refaire l'écho et tout ça». Et là, elle me dit: «Bah, en fait, j'en vois 3». Ah, waouh! Là, j'avoue que à ce moment-là, mon esprit était parti ailleurs. La sage-femme n'arrêtait pas de me dire: «Ça va, ça va, ça va». Je disais: «Oui», mais j'étais ailleurs. Je savais plus où j'étais là, clairement. Surtout que moi, je voulais faire suivre ma grossesse par une sage-femme, et cetera. Et là, du coup, avec 3, bah, c'était pas possible. Et donc, elle me parle de ça et tout. Donc, elle me parle, hein. Elle me dit: «Je vous écris sur un post-it ce qu'il faut dire quand vous appelez pour prendre rendez-vous à l'hôpital». En plus, c'était l'hôpital que moi, je ne voulais surtout pas aller. Donc là, vraiment, j'étais vraiment ailleurs. Donc, après, je suis sortie du rendez-vous. Et là, j'ai envoyé un message à ma meilleure amie parce qu'il était midi. Je devais retourner au travail après, normalement. Et là, je l'appelle et je fonds en larmes. Et je lui dis: «Mais il y en a 3». Et il y a eu un gros blanc, puis elle m'a dit: «Quoi?» J'ai dit: «Oui, il y en a 3». Je crois que personne, genre, personne pouvait s'imaginer un truc. Hmm. J'étais dans tous mes états. Je me dis: «Mais comment je vais faire?» J'étais vraiment, waouh, perdue. Bah, du coup, après ça, j'étais 2 semaines en arrêt, le temps de m'en remettre parce que j'ai pas Ouais, pu. très gros choc, ouais, bien sûr. Surtout qu'après, on se dit: «Bah, faut prendre une décision. Est-ce que vous en faites partir un? Est-ce que...» Tout de suite, on entre dans ce Ça, truc-là, la en fait. sage-femme ou à l'hôpital, ils t'en parlent directement du. Ouais. Ouais, à l'hôpital, ouais, mais c'est une gynéco que j'avais pas du tout appréciée à l'hôpital. Je l'ai vue 2 fois, les 2 fois, ça s'était pas bien passé. Clairement, quand j'ai eu mon premier rendez-vous à l'hôpital, elle m'a clairement dit: «Bah, si je vous conseille d'en enlever, ça serait les jumeaux». Donc ça s'est vraiment pas très bien passé et je pense qu'elle était contre les mères solo, par exemple. Je pense qu'il y avait un jeu là-dessus aussi. Elle était trop franche, trop brusque. C'est ça, ouais, vraiment, pas du tout, dans l'humain, vraiment pas. Et il y a beaucoup de rendez-vous que j'ai eu avec, parce que j'ai jamais eu le même médecin, quasiment jamais. Et il y a beaucoup eu de rendez-vous avec des médecins comme ça, ils me faisaient attendre des heures, donc déjà je pouvais plus, à cet hôpital-là, j'en pouvais plus. Ils me faisaient attendre des heures alors que j'étais enceinte, j'en pouvais plus. Et en plus, certains me parlaient mal et tout, donc non, franchement, j'ai pas du tout aimé mon suivi, dans cet hôpital. Passer du coup du coup comme tu disais tes 2 semaines d'arrêt, un petit peu de choc. Toi, comment bah finalement tu t'acceptes cette nouvelle, tu vis avec cette nouvelle. Qu'est-ce qui se passe après? Bah, dans ma tête, enfin, j'ai beaucoup réfléchi. Déjà, pendant ces 2 semaines, j'en ai même pas parlé à ma famille. Seulement mes amis, très, très proches étaient au courant. Parce que déjà, j'ai certains membres de ma famille, il y en avait pas beaucoup, mais qui n'étaient pas trop pour le fait déjà que je fasse une PMA solo. Ils étaient au courant de la grossesse tout court? Au courant de la grossesse, mais pas des 3. Donc je me suis dit: «Là, alors là, si j'ai j'en ai 3, enfin voilà». Donc j'ai attendu moi de m'en remettre déjà de cette nouvelle. Donc j'ai attendu les 2 semaines et puis je me suis dit, je dans ma tête, j'arrivais pas à me dire, «Je vais en faire partir un, c'est pas possible». Hmm. Donc j'ai pris la décision de ne pas en faire partie. Donc ma décision vraiment quand elle est vraiment sûre et tout ça, j'ai fini par le dire à ma famille en leur envoyant un vocal au groupe de la famille. Je me voyais pas appeler tout le monde, dire: «Bah, j'en attends 3». Enfin, c'était pas, voilà. En précisant bien sûr que moi, ça faisait déjà 2 semaines que j'étais au courant, que ma décision était prise, que voilà, je savais que ça allait pas être facile, mais enfin, je sais, je travaille en crèche, donc je sais. Et alors là, ça a été une catastrophe. Ah oui, 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 j'ai eu plein d'appels, enfin, j'ai eu certains qui m'ont coup de l'émotion, en fait, ce coup du choc Bien qui sûr. me disaient des choses genre que j'allais pas y arriver, enfin, donc forcément, ça fait pas du bien au moral non plus. Et mais voilà, il y a une personne, une de mes tantes, par contre, qui m'a appelée et qui m'a dit: «Mais en fait, il s'inquiète pour toi et tout». Je dis: «Oui», je dis: «Je peux comprendre qu'il s'inquiète pour moi, c'est normal». Je dis: «Mais par contre, me sortir des phrases comme ça, des trucs comme ça, enfin, non, c'est moi qui subis le truc, c'est moi qui est dans la situation. Donc certes, si vous êtes inquiet pour moi, c'est tout, mais moi j'ai pris ma décision. Vous pouvez me dire C'est que ça, ouais. Hmm.
prise, quoi. T'as dû Donc, déjà toi-même encaisser ce premier choc et donc voilà, maintenant te reconfronter au choc des autres et à leurs réactions, c'est d'autant plus dur, voilà. c'est ça, c'était dur parce que même c'était pendant ma pause au travail, enfin, qu'il y en a qui m'ont appelé, après c'était au soir chez moi, enfin, c'était une sacrée journée, quoi. Ouais. Ensuite, Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que finalement ta famille arrive à accepter ton choix, passer au-dessus? Et pour toi, comment se passent les débuts de cette grossesse multiple avec tes 3 bébés? alors, de toute façon, parce que ma famille, enfin, on dit que je suis têtue, mais non, je suis juste sûre de moi. Mhm. Et de toute façon, ils avaient beau me dire ce qu'ils voulaient, c'était pris, ma décision était prise, enfin, je savais ce que je faisais, enfin voilà. Et puis au bout de quelques temps, vu que moi je devais faire plus d'échographies, enfin moi des échographies j'en ai fait pendant ma grossesse, et vu que Ouais. c'était clé, donc je devais être plus surveillée, donc plus d'échographies. Et déjà à la T1, on m'avait dit qu'il y en avait un qui était un peu moins développé que les deux autres. Donc, à savoir que j'avais des vrais jumeaux et un tout seul. Ça marche, ok. Et donc un des vrais jumeaux, déjà, était un petit peu en retard par rapport aux autres, niveau développement. Et quelques semaines après, donc dans mes rendez-vous, là, on m'a dit, là, pour le coup, vraiment, il y a un retard grave. Et donc là, on me dit, bah, écoutez, moi, voilà, je vais vous dire ce qui se passe. Il y a un des bébés qui a un retard de croissance aggravé, des vrais jumeaux. Et en fait, il va falloir prendre une décision parce que ça risque de tourner à ce qui s'appelle un syndrome transfuseur-transfusé, qui aurait beaucoup du mal à son jumeau, qui n'avait rien à la base. Et on m'a dit, donc, il y a une technique qui consiste à couper les liens, entre guillemets, entre les vrais jumeaux. Il y a peu de chances que le bébé qui a un problème survive. Et on pense que de toute façon, enfin, ils ont été très honnêtes, hein. Ils disent, on pense que de toute façon, il ne survivra pas longtemps, dans tous les cas. Donc, il y a une autre solution, c'est d'arrêter son cœur, en fait, in utero. Parce que si ce bébé-là ne survivait pas dans le temps, ce qui serait arrivé, tout le mauvais aurait été rejeté sur son vrai jumeau. Du coup, la décision, moi, la vie était prise, hein. Les médecins, je me souviens, j'ai vu plusieurs médecins et tout ça, au fil du temps, et ils me disent, bon, bah, après, vous, c'est votre décision à prendre. Je dis, non, mais moi, ma décision, elle est prise. Enfin, pour moi, c'est, dès que j'ai eu le rendez-vous, où on m'a dit ce qui se passait, et que forcément, je suis repartie, j'étais en larmes. Mais déjà, dès qu'on m'a parlé de ça, je savais ce que j'allais faire. C'est ça, parce qu'il y avait un risque pour, en fait, au final, même les 3, parce qu'il y avait un risque pour le jumeau qui était aussi dans la même poche, du fait de l'opération. Mais j'imagine aussi pour le jumeau qui était seul dans sa poche. L'opération, c'est quand même, voilà, si invasif pour lui aussi. Donc au final, ça mettait les trois bébés à risque. C'est ça, c'est ça. Et du coup, bon, bah, moi, j'ai pris la décision, hein, parce que il y avait un pourcentage pour que je fasse une fausse couche des 3 avec cette intervention, mais moins que s'il y avait eu l'autre intervention et que, enfin, voilà. Donc, de toute façon, il fallait que je prenne une décision. Donc, je l'ai prise. Pour moi, c'était clair et net. Et donc, du coup, j'ai fait l'intervention, en fait, ce qui consiste à, si j'ai bien compris, parce que j'ai quand même une cicatrice, et ils m'ont mis une aiguille, en fait. Et c'est une genre de pince ou je sais pas quoi. Ils ont clampé le cordon, en fait, de ce bébé-là. Ce qui fait qu'il ne recevait plus rien, donc ça a arrêté son cœur, et voilà. Et ça a évité d'impacter son jumeau. C'était à combien de semaines dans ta grossesse que du coup t'as dû faire Euh, ce choix-là? alors, bah, le choix, je l'avais pris avant. Parce qu'on a parlé vraiment très tôt, parce que ça c'est vraiment vu tôt. Et l'intervention était à 18 semaines d'aménorrhée. Parce que ça pouvait pas se faire avant. Il fallait qu'ils soient un peu plus gros, les bébés, etc. Voilà, pour avoir une vision claire et tout. Donc, il fallait attendre 18 semaines. Ok. Donc toi, tu te réveilles de cette opération. Comment tu te sens suite à l'intervention du coup? Bah, c'était un peu compliqué parce que, en même temps, je me suis dit, parce que, en fait, moi, je suis quelqu'un qui est quand même assez positif dans la vie. Hmm. Donc, je me suis dit, bah, au moins, j'ai mes deux bébés. C'est pas comme si, je suis tombée enceinte tout de suite. C'est pas comme si j'étais pas enceinte ou bien qu'il y en avait qu'un et que j'aurais perdu. Là, ça aurait été vraiment plus compliqué. Mais voilà, je suis quelqu'un de très positif et c'est vrai que je me suis dit que bon, bah, j'ai quand même deux bébés, quoi. Ouais, mélange de sentiments parce que forcément il y a eu cette intervention, mais malgré tout tu gardes le positif de mes 2 autres bébés vont bien et je poursuis cette grossesse avec mes 2 bébés. C'est ça, c'est ça. Je restais, voilà, quelques jours à l'hôpital, du coup, après cette intervention. Comment se passe le reste de ta grossesse du coup qui se transforme en grossesse gémellaire?
Est-ce que du coup, tout se passe bien pour toi et pour les deux bébés? Eh ben non. C'était une grossesse, c'était pas du tout une grossesse reposante. Bah déjà parce que déjà je devais être plus surveillée parce qu'après l'intervention, voilà. Et en fait après l'intervention, vu qu'il passe à travers la poche des os, donc par chance en fait c'est, alors comment expliquer ça? Les deux vrais jumeaux, donc ils étaient dans une même poche, mais ils avaient une membrane quand même qui les séparait, qui faisait qu'ils n'avaient pas le même liquide amniotique, etc. Et donc enfin, l'après-midi après l'intervention, j'ai perdu les os du bébé qu'ils avaient fait arrêter en fait. Au départ, moi je savais pas que c'était ce bébé-là, donc j'étais en panique. Donc, puis eux aussi du coup, parce qu'avoir perdu la poche des os, enfin les 8 semaines et tout ça, même si c'était du bébé, enfin c'était à surveiller, que je chope pas d'infection, etc. Donc c'est pour ça que je suis même restée plus longtemps à l'hôpital que prévu. J'ai été hospitalisée plusieurs fois parce qu'ils avaient peur que j'accouche prématurément. Au final, c'est eux qui m'ont déclenché. Et ouais, j'ai eu pas mal de choses parce que certains rendez-vous on me dit ah bah là je vérifie votre col il est quand même ouvert à 1. Et j'étais à 6 mois de grossesse, donc on m'a dit bon on va vous hospitaliser. Et au final, bah tout allait bien, ça ne bougeait pas. J'ai fini par être suivie à domicile par des sages-femmes pour qu'ils me fassent à partir de 30 semaines Des monitos? merci. Des monitos. Pendant ma grossesse aussi, à un moment donné, donc peu de temps après avoir perdu ce bébé, donc ouais, un mois après, je dirais, un médecin regarde, donc mesure les périmètres crâniens des bébés, puis elle me dit, écoutez, à ce moment-là, je savais déjà si c'était une fille ou un garçon, enfin, je connaissais déjà les sexes. Donc je savais que ma fille, c'était donc la jumelle du bébé qui est parti, donc je sais que c'était Ok. une fille aussi. Mhm. Et mon fils tout seul. Ma fille, on me disait, bah, elle a un petit périmètre crânien. On m'a quand même dit, on risque de vous déclencher très tôt, à 30 semaines d'aménorrhée, pour que ça se développe, pour qu'elle se développe à l'extérieur. Mais du coup, si forcément j'accouchais de l'un, j'accouchais du deuxième aussi. Bien sûr, ouais. Et qu'en gros, ça serait des bébés très très prématurés. Donc là, grosse panique. J'ai dû faire une IRM à 30 semaines d'aménorrhée parce que du coup, on m'a dit ça un mois avant. Donc pendant un mois, j'étais en panique. Et l'IRM vient et on me dit, bah, c'est bon, elle a juste une petite tête, votre fille, c'est tout, il y a pas de problème, il n'y a pas de problème niveau cérébral, rien de tout ça. Donc là, je suis rassurée. On me dit, bon, bah, c'est bon, ça s'est fait, je suis tranquille. Et donc voilà. Et après, donc il y a eu les menaces d'accouchement prématuré. Donc j'ai été hospitalisée une fois. Ensuite, avec les sages-femmes qui venaient à domicile pour les monitos. À un moment donné, mon fils a eu des battements de cœur irréguliers. Ça battait, mais irréguliers, ou bien ça a augmenté de vitesse, des choses comme ça. Et du coup, on me dit, bon, bah là, je préfère vous refaire hospitaliser. Donc, j'ai été hospitalisée. Et du coup, on me surveillait avec des monitos et tout ça. Et on me disait, en fait, si ça se trouve, ça se passe dans des grossesses normales aussi. Parce que comme on ne fait pas autant de monitos que vous, parce que moi, tous les jours, je fais des monitos. Donc on me dit, si ça se trouve, les grossesses et sous-grossesses, c'est pareil, mais vous, vu que vous avez des monitos tous les 2 jours, ben, on le voit peut-être plus et on est plus inquiet par rapport à votre grossesse avec tout ce qui s'est passé, quoi, déjà. Donc du coup, voilà, réhospitalisation. Et puis, bah, quasiment un litement chez moi. À un moment donné, on m'a dit, vous ne bougez plus, plus de voiture, plus rien. Donc voilà, quasi alitement jusqu'à la fin de grossesse, que j'ai vécu un petit peu toute seule quand même. Ok, justement, c'était ma question. Est-ce que pendant cette grossesse, avec tous ces rebondissements quand même, ces hauts et ces bas, tu t'es sentie quand même soutenue finalement par tes proches, ta famille, certes, mais aussi tes amis peut-être qui t'entourent? Alors oui, je me suis sentie soutenue, sauf que bah, le problème, c'est que la plupart de mes meilleurs amis et aussi ma famille habitent à 1 heure et demie de route. Donc il y avait aussi ce souci-là. Donc en fait, moi, clairement, quand je passais mes journées toute seule, bah, je regardais la télé, j'avais rien d'autre à faire en étant quasiment alitée. Voilà, j'étais toute seule, en fait. J'étais soutenue, je me sentais soutenue, mais moi, chez moi, j'étais tout le temps toute seule, C'est quoi. ça, soutien et présence à distance grâce au téléphone et tous les moyens de communication qu'on a, mais dans le quotidien, sachant que tu étais chez toi et bloqué chez toi et obligé d'être chez toi, et t'avais un peu personne qui pouvait venir, en tout cas facilement, du fait de l'éloignement géographique. C'est ça. J'en avais quand même parce que je me suis fait des amis sur l'île, donc j'en avais quand même qui sont de temps en temps et tout ça. Mais la semaine, elles travaillaient, des choses comme ça.
Non, j'étais souvent toute seule quand même. J'imagine. Du coup, fin de grossesse, tu disais donc déclenchement pour la naissance de tes jumeaux. Comment ça se passe et du coup, à quel stade tu as réussi à tenir cette grossesse? Alors, bah, moi, ils me disaient déjà: «Si vous tenez à 34 semaines d'aménorrhée, c'est déjà très bien» et moi, ils m'ont déclenché à 36 semaines et bah, ça a pris du temps. Donc finalement, eux qui avaient peur que j'accouche préma, ça a mis du temps avant d'arriver à me faire accoucher, en me déclenchant. Parce qu'ils m'ont déclenché la veille au soir, avec, le ballonnet là et j'ai accouché à 19h30 le lendemain Ok, le lendemain. Ok, ça marche. et bah, quand je suis rentrée à l'hôpital la veille, du coup, j'étais avec ma cousine Ouais, c'est ce et que je me demandais. c'est là Tu qu'on avais a accouché. pu être accompagnée pendant le travail, l'accouchement, par certains de tes proches. Ouais, bah, je le voulais, puis ma cousine, on en avait parlé et c'est la cousine de ma fille et on avait longuement parlé, mais elle habite à 6 heures de route où je me dis: «Est-ce que ça va être possible qu'elle soit là?» et tout ça et en fait, quand j'ai su la date du déclenchement, je lui ai dit tout de suite et elle a pris ses congés pour pouvoir être là, pour la Génial. donc voilà, c'est elle qui a conduit jusqu'à la maternité, après donc elle était là pour mon accouchement et pendant l'attente aussi. Elle a dû bien s'ennuyer. Ça marche. Comment se passe la rencontre avec tes deux bébés que tu attendais depuis, bah, du coup, un petit moment? Comment ça se passe? En fait, c'est un cliché parce que beaucoup disent que c'est vrai que, enfin, on sait pas à quel point on peut aimer avant qu'ils arrivent, quoi. Et en fait, bah, déjà de base, donc j'accouche de Ellie en premier, donc c'est mon fils qui naît. Et lui, je le voyais même pas encore, il criait déjà. Il était même pas encore sorti, il criait déjà, donc j'ai dit c'est bon. Après ils l'ont mis sur moi, enfin forcément j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et puis donc après, bah, ils l'ont pris parce qu'il fallait aussi que j'accouche de ma fille. Donc ils l'ont pris pour faire les premiers soins et tout ça. Et puis ma fille, en fait, on savait pas comment elle allait se positionner quand j'aurais accouché du premier. Et c'était les pieds qui étaient en bas. Donc en fait, ils sont allés la chercher par les pieds. Ma fille est née par les pieds. Ma cousine, je lui ai dit, bah va voir comment eux ils vont et tout ça. Donc elle y est allée et tout ça. Et après à un moment donné, elle revient et je dis c'est bon ma fille, je dis parce qu'elle a pas entendu pleurer rien. Elle dit c'est bon, tout va bien. Et ils m'ont expliqué en fait, elle avait un peu de liquide coincé encore, enfin qui l'empêchait de respirer. Donc ils ont tout enlevé et ça allait mieux. Mais j'avoue que j'en menais pas large. J'avais pas ces nouvelles-là, quoi. Et puis après, bah, ils ont posé tous les deux sur moi. C'était, bah, ouais, enfin, c'est cliché, mais c'était magique. Comment se passent du coup vos premiers jours, vos premières semaines à trois? Comment est-ce que vous arrivez chacun et surtout toi à trouver bah, les marques dans cette nouvelle vie de maman? Bah, déjà, on est resté presque 2 semaines à l'hôpital. Donc voilà, j'avais quand même eu pas mal de visites, hein. Ma famille, même ceux qui habitent à 1 heure et demie, ils sont venus les voir. Mes amis, enfin, du coup, non, franchement, j'étais pas tout le temps toute seule, voilà. Parce que c'est vrai que j'étais toute seule pendant ma grossesse, donc je voulais pas, même si j'étais fatiguée, je voulais quand même voir des personnes pour la visite pour les visites de mes loulous et tout ça. Donc après, une fois qu'on est rentré, donc c'était grâce à ma meilleure amie qui m'a beaucoup aidée. Que bon, une fois rentrée, elle m'a bien aidée à s'occuper un peu des deux loulous parce que bah moi il fallait que je range tout parce qu'avec tout ce que j'avais à la mater, il fallait que je range mon appart. Qui plus est, j'ai un appart sans chambre. Donc parce que moi j'avais trop l'espoir qu'en tombant enceinte, on allait me donner un appart tout de suite. Mais non, alors en 5 mois, je n'ai toujours pas de nouvel appart. Donc là, vous êtes tous les trois dans un gros studio sans chambre. Ouais, c'est ça. Ok, C'est ça. Du coup, c'est pour ça que là, je suis dans ma cuisine actuellement. d'accord. Ils dorment dans le salon. Donc, ouais, ouais. Euh, salon qui fait office de salle à manger et de chambre, bien évidemment. Donc, bah, une fois qu'on a trouvé l'organisation et tout ça, ça a plutôt bien été en fait. Puis bon, je sais pas si c'est vrai, mais plein de personnes m'ont dit, bah, t'es pas une personne enfin, t'es pas stressée. Après, je sais pas si c'est de par mon métier, mais du coup, on m'a dit, vu que t'es pas stressée, tes enfants, ils sont plus calmes en fait. Donc, est-ce que c'est grâce à ça, je n'en sais rien. Même à 3 mois, quelques jours avant leurs 3 mois, ils faisaient leur nuit. Donc, donc c'est vrai que j'ai eu pas mal de chance là-dessus. Et ouais, non, après, une fois qu'il y a eu le temps d'installer un rythme, des choses comme ça, etc., après, finalement, bah, ça s'est plutôt bien passé, en fait.
C'est quoi, toi, tes meilleures astuces ou meilleurs conseils, justement, pour t'organiser, sachant que, voilà, justement, t'es solo avec les deux. Il n'y a pas forcément de relais, sauf tes proches quand ils sont disponibles. Toi, comment tu fais pour t'organiser au quotidien, justement? Tu disais, on a trouvé notre organisation. C'est quoi votre organisation à tous les trois? En fait, ce qui est bien, c'est qu'ils font leur sieste, leur nuit en même temps. Enfin, moi, ce que je fais aussi, par exemple, quand je sais que l'heure du biberon approche, je le prépare en avance et je le mets dans le frigo. Comme ça, au moins, je sais que bah, ça, c'est fait, que moi, qu'au moins, quand ils ont faim, vraiment, hop, j'ai plus qu'à faire chauffer et c'est fait, quoi. C'était tout un rythme à prendre. J'achetais plus de biberons que de repas dans la journée. Parce que si j'avais pas forcément le temps de faire la vaisselle tout de suite, au moins, je savais que j'avais encore d'autres biberons. Euh, voilà, pour ça, parce que c'est parce que mine de rien, vu qu'ils dorment dans le salon, bah, je peux rien faire tant qu'ils dorment. Donc, je suis obligée de faire quand ils sont réveillés, quand je dois faire le ménage, des choses comme ça, mettre la route, enfin, les lessives, des choses comme ça. Je pouvais le faire vraiment que quand ils sont réveillés. Donc, au moins, quand ils dormaient, je préparais en fait ce que je pouvais préparer. Et je prenais une pause si j'avais le temps. La clé, selon toi, l'anticipation, l'organisation, du coup. Ouais, vraiment, pour le coup. Je me souviens, je suis allée à 6 heures de route, donc là où ma cousine habite, hein, il y avait sa sœur, et puis parce que je suis allée donc voir ma famille il y a quelques temps, et donc j'avais pris un logement et tout ça, et j'avais emmené une copine avec moi qui heureusement a bien voulu qu'elle venir avec moi pour m'aider, parce que 6 heures de route avec des jumeaux, sachant qu'il fallait les nourrir tous les deux, et du coup on a pris un logement sur place et tout ça. Et donc, moi, dès que j'arrive, tout de suite, j'installe en fait. J'installe le coin change, j'installe le lit tout de suite, j'installe vraiment tout ce qu'il faut pour les bibs, hop, les uns derrière les autres, la bouteille d'eau à côté, le lait en poudre. Enfin, j'ai tout installé tout de suite. Donc, il disait, mais t'es organisé de fou. Je dis, bah, si en fait, il n'y a pas le choix, je pense, à un moment donné. Pas organisé avec des jumeaux, surtout en étant toute seule déjà. Bah ouais. Si j'avais pas un minimum d'organisation, c'est foutu. Sinon je galère, hein. Donc non, c'est vrai que pour moi, ouais, c'est vrai que c'est plutôt l'organisation qui prime quand même. Je pense que je m'en sors sans me vanter ou voilà quoi. Je pense que je m'en sors plutôt pas mal. T'as l'air en tout cas. Est-ce que toi, tu arrives à trouver un peu de relais, des moments où tu peux justement, est-ce que tu as envie aussi, des moments où voilà, tu passes du temps pour toi, sans tes bébés. Est-ce que tu arrives à faire ça là maintenant? Alors, ça m'est arrivé, c'est rare, mais ça m'arrive. Une fois, j'ai réussi à avoir une de mes copines qui travaille en crèche. Bah déjà, par exemple, quand j'avais rien que les rendez-vous pour la rééducation du périnée. J'avais une copine, une baby-sitter, voilà, qui s'occupait des loulous pendant ce temps-là. Et une fois aussi, je suis allée au resto avec une copine. Au soir, j'ai réussi à avoir mon resto. Et pendant ce temps-là, une autre copine s'occupait de mes enfants. Merci d'avoir écouté Coup Double. Si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser une note depuis votre plateforme d'écoute préférée, puisque c'est vraiment ce qui aide le podcast à se faire connaître et à continuer de grandir. De mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, chaque double naissance est une aventure unique, mais vous ne la vivrez pas seule.